فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, donc nous poursuivons notre série d'exercices consacrés aux fonctions de plusieurs variables réelles. Donc nous sommes arrivés dans la séance précédente à l'exercice numéro 7. Donc nous l'avons résolu. Donc nous avons parlé spécialement de la notion de dérivée partielle. Nous allons consacrer cette séance à la notion de différentiel ou bien fonction différenciable. Bon, on commence par l'exercice numéro 8. Donc considérons la fonction f de R2 dans R définie par f de xy est égal à 2x plus 3y. Montrer que la fonction f est différenciable en tout point x0, y0 appartenant à R2. Donc, on va utiliser la définition. Donc, quelle est la définition d'une fonction différenciable en un point x0? Bon, je rappelle la définition. On dit qu'une fonction f est différenciable en un point x0, y0, si et seulement si, donc, par définition, f de x0 plus h, y0 plus k, est égal à f de x0, y0 plus ah plus bk plus epsilon h, epsilon 1, hk, plus k, epsilon 2, hk, avec les fonctions epsilon 1 et epsilon 2 qui tendent vers 0 lorsque le couple hk tend vers 0, 0. C'est-à-dire une fonction f est différenciable, ça veut dire que lorsque je fais un accroissement à partir du point x0, bon, pour la dérivée partielle, je fais l'accroissement d'une variable, c'est tout. Mais pour les fonctions différenciables, je vais faire un accroissement des deux variables à partir du point x0, y0. C'est-à-dire j'ajoute h à x0 et j'ajoute k à y0. Et je fais ça, c'est cet accroissement-là. Si la fonction est différenciable, donc il existe une constante a, voilà ici, si ma fonction f, si ma fonction f est différenciable, il existe une constante a et une constante b, voilà, et une fonction epsilon 1 et une fonction epsilon 2 telle que f de x0 plus h, y0 plus k est égal à, ou bien moins f de x0, y0 est égal, donc c'est la même chose, est égal à f de x0, y0 plus ah plus bk plus h epsilon 1 plus k epsilon 2, tel que les deux fonctions epsilon 1 et epsilon 2 tendent vers 0 lorsque le couple hk tend vers 0, 0. Bon, pour démontrer par définition que ma fonction est différenciable, il faut que cette variation, ce qu'on appelle la variation totale de la fonction, elle doit être égale, donc je dois trouver une constante a et une constante b, et les deux fonctions, des deux fonctions epsilon 1 et epsilon 2, telles que la variation totale s'écrit sous cette forme. Voilà, donc je dois remplacer, donc j'ai les expressions de la fonction f, je remplace, et je vais voir donc si les constantes a et b et les deux fonctions epsilon 1 et epsilon 2 existent ou non. Bon, j'écris donc la définition de la fonction, je remplace. Qu'est-ce qu'elle fait la fonction? La fonction, donc, son expression, je prends la première variable, je la multiplie par 2, et plus la deuxième variable, je la multiplie par 3. Donc j'obtiens f de x0
plus h, y0 plus k, donc est égal à 2 fois la première variable, plus 3 fois la seconde variable. Donc 2 fois x0 plus h, plus 3 fois y0 plus k, moins f de x0, y0, c'est-à-dire moins 2x0 plus 3y0. Et je fais mes calculs. Donc est égal à 2x0 plus 2h, plus 3y0 plus 3k, moins 2x0 moins 3y0. Bon, qu'est-ce qu'il me reste dans cette expression? Donc, on voit bien que 2x0, donc, voilà ici. 2x0, ça part avec moins 2x0, voilà. J'ai 3y0, ça part avec moins 3y0. Est-ce qu'il me reste? Il me reste 2h plus 3k. 2h plus 3k. Bon, on voit bien. Donc, je peux l'écrire aussi 2h plus 3k, plus h multiplié par 0. La fonction 0 identiquement égale à 0, plus k multiplié par 0. Donc, ma variation totale ici, donc ça veut dire que la fonction f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0 est égale à AH, donc le A ici est égal à 2, plus BK, le B est égal à 3, plus la fonction epsilon 1 qui est égale à la fonction identiquement égale à 0 sur R2, multiplié par H, plus la fonction epsilon 2 qui est égale à la fonction identiquement égale à 0 sur R2. Donc j'ai bien l'écriture dont j'ai besoin. Bon, donc F est différenciable en prenant A égale 2, B égale 3, epsilon 1 égale la fonction de R2 dans R, définie par epsilon 1 de HK est égal à 0, quel que soit H, c'est la fonction identiquement nulle sur R2. Et la fonction epsilon 2 aussi, qui est égale à la fonction identiquement nulle sur R2. Donc, ça veut dire que ma fonction est différenciable en tout point x0, y0. Bon, je peux généraliser ce résultat, parce qu'en vérité, ici, on a une fonction linéaire. Ça, c'est une fonction linéaire de R2 dans R. Donc, je peux généraliser ce résultat. Si ma fonction f de x, y, elle s'écrit sous la forme ax plus by, donc elle sera aussi une fonction différenciable. En remplaçant ici, ou bien alpha x plus bêta y, donc en remplaçant ici le grand A par alpha, et le bêta, le grand B ici par bêta, j'obtiens le même résultat. Donc, en vérité, je viens de démontrer que toute fonction linéaire de R2 dans R est différentiable. Toute fonction. Parce que c'est quoi une fonction linéaire de R2 dans R? C'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de xy est égal à alpha x plus bêta y, avec alpha et bêta sont des constantes. Comme les fonctions d'une variable réelle, elles s'écrivent sous la forme f de x égale alpha x. Si j'ai deux variables, une fonction est linéaire si et seulement si il existe deux constantes alpha et bêta, telles que f de xy est égal à alpha x plus bêta y. Donc je viens de démontrer ici, donc je l'ai fait sur un exemple, mais on voit bien que si je remplace ici grand A par alpha et grand B par bêta, j'obtiens le même résultat. Donc ça veut dire que toute fonction linéaire de R2 dans R est une fonction différentielle. Bon, passons maintenant à l'exercice numéro 9. L'exercice numéro 9, il est un peu plus délicat. Donc, quel est le lien entre la différenciabilité et la continuité? Bon, dans R déjà, la notion qui remplace la notion de différenciabilité est la dérivabilité. C'est exactement la même chose. Donc, dans R, pour les fonctions d'une variable réelle, f est différenciable si et seulement si f est dérivable. C'est la même chose. Donc, ce sont deux notions qui sont équivalentes. Donc, c'est cette notion-là, la différenciabilité, c'est la notion qui remplace la dérivabilité dans R. Voilà. Bon, on sait que dans R, toute fonction différenciable ou bien dérivable est continue, mais la réciproque est fausse. Donc, je peux avoir une fonction qui est continue, mais n'est pas différenciable. Par exemple, la fonction f de x égale valeur absolue de x. Cette fonction, elle est continue en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0. Pourquoi? Parce que la dérivée à gauche et la dérivée à droite, elles sont différentes. Elles sont égales à moins 1 et plus 1. Donc la fonction f de x égale valeur absolue de x,
n'est pas dérivable. On obtient à peu près le même phénomène pour les fonctions de R2 vers R, dans R. Donc, dans cet exercice, on va démontrer que, on va donner l'exemple ici, l'exemple d'une fonction, c'est-à-dire l'implication, cette implication est fausse. C'est-à-dire f continu n'implique pas nécessairement que f est dérivable, est différenciable. Bon, je vais essayer de... Voilà. Je n'arrive pas à maîtriser cela. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer de démontrer, de donner un contre-exemple d'une fonction qui est continue en x0 en un point. Donc je vais choisir un point x0, y0 et choisir une fonction f telle que f est continue au point x0, y0, mais je démontre en même temps que cette fonction n'est pas différenciable au point x0, y0. C'est-à-dire la notion de différenciabilité est une notion qui est plus forte que la notion de continuité. Donc, dans le cours, donc chapitre 9, on démontre facilement que si une fonction f est différenciable en un point x0, y0, alors nécessairement elle est continue. Mais la réciproque, elle est fausse. Bon. Donc, dans la solution de cet exercice, voilà. Donc, il faut trouver une fonction à de deux variables et un point x0, y0, tel que f est continu, mais f n'est pas différenciable au point. Bon, je vais m'inspirer de l'exemple d'une fonction d'une variable réelle. Qu'est-ce que j'ai donné comme contre-exemple dans les fonctions d'une variable? C'était la fonction f de x égale valeur absolue de x. C'est à peu près la même fonction, mais une fonction de deux variables. Donc, je vais considérer, donc ici, voilà, la fonction, le contre-exemple ici, c'est la fonction f de xy est égale à valeur absolue de x plus y. Et le point dans lequel je vais étudier mon contre-exemple, c'est le point x0, y0 est égal à, donc à 0, 0. C'est ce point-là. Ah. Donc on va démontrer d'abord que ma fonction f est continue au point 0, 0. Donc démontrons que la fonction valeur absolue, voilà, que la fonction valeur absolue de x plus y, donc c'est une fonction qui est continue au point 0, 0. Bon, pour cela, donc je dois nécessairement utiliser la définition. Donc qu'est-ce qu'on doit démontrer? On doit démontrer d'abord que limite de la fonction valeur absolue de x plus y, donc elle est égale à f de 0, 0, qui est égal à 0 lorsque xy tend vers 0, 0. C'est ça la définition de la continuité. Donc pour démontrer que, je répète, pour démontrer que ma fonction valeur absolue de x plus y est continue au point 0, 0, il faut que je démontre que limite de valeur absolue de x plus y, lorsque xy tend vers 0, 0, elle est égale à f de 0, 0. Et quoi est égal à f de 0? C'est égal à 0. Bon, j'applique la définition. Donc, je me donne epsilon, donc étant donné, donc soit epsilon, donc il faut que je démontre que quel que soit epsilon positif, il faut que je trouve état, tel que, bon, ça c'est équivalent, parce qu'en vérité, pour la définition, je dois poser, donc je vais l'écrire ici, donc, voilà. Donc dans la définition de la continuité, ou bien de la limite, donc une seconde, donc je vais mettre le noir ici, voilà. Donc normalement, je dois démontrer que pour epsilon positif, voilà, il existe
il existe état tel que, la condition est la suivante, tel que, voilà, racine carrée, normalement je dois avoir racine carrée, voilà, de x moins 0, c'est-à-dire x2, x au carré, plus y moins 0, c'est-à-dire y au carré. Donc ceci, s'il est inférieur à état, ceci m'implique que, voilà, ceci m'implique que valeur absolue de x, valeur absolue, donc de x plus y moins 0, c'est-à-dire ça 0, est inférieur à epsilon. Voilà. Normalement, je dois, c'est ça la définition de f de xy, c'est-à-dire valeur absolue de x plus y, tend vers 0 lorsque le couple xy tend vers 0, 0. Bon, cette définition elle est exactement équivalente, donc on ne le fait pas maintenant, mais je le laisse à titre d'exercice aux étudiants. Donc cette définition, elle est exactement équivalente à, donc ici c'est la même chose, quel que soit epsilon positif, il existe état, donc c'est la même chose exactement ici, c'est la même chose, tel que si j'ai valeur absolue de x moins 0, c'est-à-dire valeur absolue, est inférieure à état, et valeur absolue de y moins 0, c'est-à-dire valeur absolue de y, est inférieure aussi à état. Donc il faut que les deux soient en même temps. Ceci implique que, donc valeur absolue de x plus y est inférieur à epsilon. Bon, cette définition et cette définition, ce sont les mêmes, elles sont équivalentes. C'est-à-dire que si vous démontrez que la limite existe en utilisant cette définition, ceci implique que la limite existe en utilisant cette définition. Maintenant, le contraire, si vous démontrez que la limite existe en utilisant cette définition, alors ceci implique que la limite existe en utilisant cette définition. Elles sont équivalentes, c'est-à-dire elles sont équivalentes. Donc on va pour démontrer notre exercice, on va prendre la deuxième définition. Voilà. Donc, soit epsilon positif, on cherche état tel que si x moins 0 est inférieur à état et y moins 0 inférieur, alors valeur absolue de x plus y moins L, c'est moins 0 est inférieur à epsilon. Voilà. Bon, comment il faut choisir ici état? Voilà, donc c'est le problème ici. Comment choisir état? Comment choisir? Voilà, donc j'y arrive. Comment choisir état? De sorte que cette implication, donc cette proposition, m'implique celle-là. Bon, qu'est-ce qu'on utilise en vérité? Parce qu'on utilise, regardez ici, on utilise le fait que valeur absolue, donc on va au résultat, valeur absolue de x plus y, il est majoré parce que j'ai ici valeur absolue de x inférieure à état et valeur absolue de y inférieure à état. Donc j'utilise justement la propriété que valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Donc cette propriété-là, donc elle est toujours vraie pour tout x. Voilà. Cette propriété-là, elle est toujours vraie pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R. Elle ne dépend pas ni de epsilon, ni de état. Donc j'ai cette propriété, on appelle ça l'inégalité triangulaire. Donc elle est toujours vraie pour tout x appartenant à R et pour tout y appartenant à R. Donc je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser donc dans cet exercice. Puisqu'elle est donc, comment je vais choisir
état en fonction de epsilon, tel que si valeur absolue de x est inférieure à état, et valeur absolue de y est inférieure à état, alors la somme ici, donc je vais l'encadrer, cette somme-là, là, voilà, ça ne va pas venir, on va arriver, la somme ici, voilà, cette somme-là, elle sera inférieure à epsilon. C'est simple. Il suffit de choisir état est égal à epsilon sur 2. Il suffit de choisir état égal à, ou bien inférieur à epsilon sur 2. Donc si je prends état, voilà, donc je reviens à mon raisonnement, je me donne, ça, la donnée, dans les problèmes de limite, vous donnez epsilon quelconque. C'est la donnée c'est epsilon. Et l'inconnu, qu'est-ce que je cherche? Je cherche état en fonction de epsilon, qui vérifie cette implication. Donc, étant donné epsilon quelconque, choisissons état, donc état est égal à epsilon sur 2 ou bien inférieur à epsilon sur les deux marches. Donc, je prends état égal epsilon sur 2. Ce choix-là, qu'est-ce qu'il m'implique? Si valeur absolue de x est inférieure à état, c'est-à-dire il est inférieur à epsilon sur 2, et valeur absolue de y est inférieure à état, c'est-à-dire inférieure à epsilon sur 2, qu'est-ce que ça m'implique? Ça m'implique que valeur absolue de x plus y, qui est toujours inférieure à valeur absolue de x plus valeur absolue de y, puisque ce terme-là, il vérifie valeur absolue de x est inférieure à epsilon sur 2, donc j'obtiens ici inférieur à donc, epsilon sur 2. Le deuxième, valeur absolue, il est inférieur à état, donc il est inférieur à epsilon sur 2, et la somme, elle me donne epsilon. Donc c'est exactement la définition de la limite valeur absolue de x plus y est égale à 0 quand xy tend vers 0, 0. Bon, j'ai démontré que la fonction, en utilisant la définition, que la fonction valeur absolue de x plus y est continue au point 0, 0. Démontrons maintenant que cette fonction n'est pas différenciable au point 0, 0. Là, c'est facile. Vous allez voir que c'est facile. Bon, parce que, qu'est-ce qu'on utilise? On ne va pas utiliser donc la contraposée de la définition. C'est un peu difficile. Donc, on va utiliser un théorème du cours qui est donc bien connu. Donc, je le rappelle, ce théorème. Je le rappelle. Donc si f, donc le théorème que je vais utiliser maintenant, f différenciable je m'excuse, donc c'est difficile un peu d'écrire avec ce logiciel, f est différenciable f différenciable en au point x0 au point on y arrive, au point x0 voilà y0 alors ceci implique que d rang f sur d rang x et d rang f sur d rang y les deux. Donc ici, j'ai bien le mot et existe donc les deux dérivés partiels existent au point x0 y0. Voilà. Donc si ma fonction f est différenciable, c'est un théorème, donc il est facile, donc c'est un théorème du cours. Donc si f est différenciable en un point x0
y0, y0, donc alors nécessairement, donc la dérivée partielle par rapport à x au point x0, y0 et la dérivée partielle par rapport à y au point x0, y0, donc existe. Et on a même plus, dans la définition de fonction différenciable au point x0, on parle de la constante a, elle est égale à d rang f sur d rang x au point x0, y. Et la constante b, dans la définition, elle est égale à d rang f sur d rang y au point x0, y0. Donc si j'utilise maintenant la contraposée, j'ai P, la proposition P implique Q, P, ça c'est P, donc ça c'est la proposition P. P, c'est f est différenciable en x0, implique la proposition Q. Donc j'ai non Q implique non P. C'est quoi non Q? Non Q, c'est d rang f sur d rang x au point x0, y n'existe pas, ou d rang f sur d rang y au point x0, y0 n'existe pas. Donc c'est l'une des deux dérivées partielles par rapport à x, ou bien la dérivée partielle par rapport à y au point x0, y0 n'existe pas. Ceci implique que ma fonction f n'est pas différenciable au point x0, y0. C'est exactement ce fait que je vais utiliser pour démontrer que ma fonction, justement, valeur absolue de x plus y, donc, n'est pas différenciable au point 0, 0. Donc, il suffit donc de montrer que, ici, d rang f sur d rang x, voilà, au point 0, 0, ou bien d rang f sur d rang y au point 0, 0 n'existe pas. Bon, on va utiliser la définition. Donc, on va, par exemple, démontrer que la dérivée partielle par rapport à x de la fonction valeur absolue de x plus y au point 0, 0 n'existe pas. On utilise la définition, limite, lorsque h tend vers 0, de f de 0 plus h, 0, moins f de 0, 0 sur h, et on va calculer cette limite. À quoi est égale cette limite? Donc, f de 0 plus h, 0, c'est la fonction f de h, ceci est égal à f de h0, moins f de 0, 0 divisé par h. À quoi est égal f de h0? C'est-à-dire c'est valeur absolue de h, c'est valeur absolue de h plus 0. Donc c'est valeur absolue de h. Moins f de 0, 0 c'est 0. Donc est égal à valeur absolue de h divisé par h. On voit bien que c'est pas, ça c'est limite. Hein, donc limite lorsque h tend vers, la limite de cette fonction, lorsque h tend vers 0, donc à gauche, elle va me donner plus 1. Et la limite à droite, elle va me donner moins 1. Ça veut dire que la limite n'existe pas, puisque la limite à gauche, elle est différente de la limite à droite. À gauche de 0, elle me donne plus 1, et à droite de 0, pardon, à gauche de 0, elle me donne moins 1, et à droite de 0, elle me donne plus 1. Donc la fonction n'a pas de limite. Donc la dérivée partielle par rapport à x au point 0, 0 n'existe pas. La même chose pour... Donc, j'ai ici, donc, limite est égale à plus 1, ici est égal à moins 1. Donc, d rang f sur d rang x n'existe pas. Donc, la dérivée partielle n'existe pas. Donc, la fonction n'est pas différenciable. Bon, passons maintenant à l'exercice numéro 10. Donc, dans cet exercice, à peu près, donc, il va nous renseigner un peu sur l'utilité de la notion de différentiel ou bien de fonction différentielle. Bon, tout d'abord, donc, revenons à la définition de fonction différentielle. Remarquons que si une fonction f est différentielle, donc supposons que j'ai un phénomène qui dépend de deux variables. Supposons, voilà, j'ai un phénomène qui dépend de deux variables, ou bien de deux paramètres. Par exemple, l'énergie cinétique.
Donc l'énergie cinétique, donc si j'ai un corps en mouvement, donc l'énergie cinétique, elle va dépendre de la masse et de la vitesse. Comme on sait, donc l'énergie cinétique, donc elle est égale à 1 demi de mv au carré. Supposons qu'à l'instant t0, mon corps, il a une masse m0, il a une masse, donc il a une vitesse v0. C'est-à-dire x, par exemple ici, représente la masse, et y représente par exemple ici la vitesse. Supposons. Donc je démarre avec une masse x0 et une vitesse y0. Bon, à l'instant, par exemple, je fais un accroissement. Donc supposons à l'instant t plus delta t, donc ma masse, je fais varier ma masse. Donc elle devient égale à x0 plus h, je lui donne une quantité h, et ma vitesse, donc, elle sera égale à y0 plus delta v. Bon, la variation de l'énergie cinétique, lorsque je passe de x0, y0 à y0 plus h, à y0 plus k, x0 plus h. Donc cette variation, elle est calculée par, ceci représente l'énergie cinétique finale, et ça représente l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique initiale. Ça, c'est l'énergie cinétique initiale, et ça, c'est l'énergie cinétique finale. Je répète, si par exemple je représente la masse par la variable x et la vitesse par la variable y, donc je passe de l'état énergie cinétique à l'instant t0 est égal à 1 demi de m0, par exemple v0 au carré, à l'état final qui est égal à 1 demi de m0 plus h, v0 plus k au carré. Voilà, 1 demi, tout ça. Bon, la variation de l'énergie cinétique, comment varie mon énergie cinétique lorsque je le passe de l'état 1 à l'état 2, bien l'état initial à l'état final, donc elle est égale à cette différence. On appelle ça la variation totale. Ceci s'appelle la variation totale. Bon, si ma fonction f est différentiable, cette variation totale, elle est égale à, bon, je sais que a est égal à d rang f sur d rang x au point x0, y0, et b est égal à d rang f sur d rang y au point x0, y0. Donc cette variation totale, elle est égale à la dérivée partielle par rapport à x au point x0, y0 multiplié par h, c'est-à-dire la quantité avec laquelle donc varie ma masse, et ça, plus la dérivée partielle par rapport à y multiplié par la variation, la quantité avec laquelle donc varie la vitesse. Plus ce terme-là. Bon, on va discuter quel est le rôle de ce terme-là. Plus ce terme-là. Bien sûr, ce terme-là, il n'est pas nul. Ce terme-là, il n'est pas égal à 0. Mais, lorsque je fais une petite variation h et une petite variation y, je fais de petites variations, donc ce terme-là, il sera négligeable. Parce que pourquoi? Epsilon 1 de hk il sera très petit, il va tendre vers 0. Epsilon 2, lui aussi, il va tendre vers 0. Qu'est-ce qu'il me... Et h, il est petit, et k, il est petit. Donc ce terme-là, il sera négligeable. Donc je peux considérer que ma variation totale de l'état initial à l'état final, elle sera à peu près, donc approximativement, est égale à la quantité d rang f sur d rang x au point x0, x0 multiplié par h, plus d rang f sur d rang y au point x0, x0 multiplié par k. Cette quantité-là s'appelle la différentielle de f au point x0, y0, appliquée donc à hk. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation totale, si je fais de petites donc je varie donc la première variable de petites quantités, donc je peux considérer que ma variation totale, elle est approximativement égale à la différentielle. Elle est approximativement égale à la différentielle. Mais si je varie, je fais de grandes variations h et k,
Donc, elle n'est pas égale à la différentielle. Donc, ce terme-là, il va compter dans le calcul. Bon, revenons maintenant à notre exercice, l'exercice numéro 10. Voilà. Bon, je note E, la fonction énergie cinétique. Je note E, la fonction énergie cinétique. C'est la fonction. Donc, les deux variables ici sont la masse et la vitesse. Donc, j'ai E de mv est égal à 1 demi de mv au carré. Donc, partant d'une masse initiale, donc supposons que je pars d'une masse initiale m0 et d'une vitesse initiale v0. Donc, ce sont ça, c'est x0 et y0. Donc, j'ai deux variables ici, m et v. Ce sont mes variables x et y. Donc, je change x et y par m et v pour être plus cohérent dans le sens physique de ma démarche. Donc, premièrement, on nous dit calculer, donc c'est un calcul simple ici, donc c'est un calcul tout bête à faire, calculer la variation totale de l'énergie cinétique. Donc, lorsque je passe, ici c'est quoi ici? Donc, est égal à, je note delta E, M0, V0, delta M, delta V, c'est-à-dire, je calcule l'énergie cinétique. Qu'est-ce que je fais ici en vérité? Je démarre du point M0. Au point M0, donc, supposons que la masse, à l'instant T0, donc, elle va varier, donc, lorsque j'arrive à l'état final, donc, elle va passer de M0, donc, à M0 plus delta M. Et la vitesse, donc, elle passe à l'état initial, elle était V0, donc, elle va passer de V0 à V0 plus delta V. C'est-à-dire, je vais accroître en même temps la masse et la vitesse. Je peux faire le contraire. Je peux, par exemple, accroître seulement la masse et je laisse la vitesse constante et je vois à quoi est égale la variation totale de l'énergie cinétique. Ou bien, je fais accroître donc, le contraire. Donc, je peux donc laisser la vitesse constante et j'accrois la masse. Et je vois comment varie donc l'énergie cinétique. Ou bien, je vais donc accroître la vitesse et je laisse la masse constante. Ou bien, donc je fais varier les deux en même temps. C'est-à-dire je vais varier la masse et la vitesse. Donc je passe de la masse M0 à l'état final, donc je lui fais un accroissement M0 plus delta M, et je passe de la vitesse V0 donc à la vitesse finale qui est égale à V0 plus delta V. Donc j'obtiens ici l'énergie cinétique à l'état final et je le compare à l'énergie cinétique à l'état initial. Donc cette variation, je l'appelle la variation totale, elle est égale donc à l'énergie cinétique à l'état final moins l'énergie cinétique à l'état initial. On nous dit calculer cette valeur. Donc je la note delta E, M0, V0, delta M, delta V. Maintenant, la deuxième question, calculer donc la différentielle DE, M0, V0, appliquée, donc HK ici, c'est delta M, delta V. Bon, on donne ici, pour les gens qui ne connaissent pas la définition de la différentielle, donc de façon générale, DE, X0, Y0, HK est égal à, par exemple, est égal à, je prends une fonction quelconque. Bon, je vais le faire pour une fonction quelconque. J'espère que j'arrive facilement. Voilà. Bon. J'ai donc DE. Donc, rapidement, enfin, on va faire la dérivée partielle. Donc, la différentielle. DF. Bon, DF, j'écris DF. Hein. Allez. De toute façon, au point X0. Voilà. C'est un peu difficile d'écrire, mais je vais arriver. Y0. Voilà. Ça, c'est la fonction différentielle. Je l'applique, donc, au point H. K. Voilà.
voilà, est égal à, par définition, est égal à d rang f. Ça, c'est le coefficient A, d rang f, sur d rang x. Ça, c'est coefficient A. Au point x0, y0, voilà, multiplié par h. Voilà, plus, ça c'est A, multiplié par h, c'est une fonction linéaire, plus d rang f sur d rang y, voilà, la même chose ici, au point x0, y0, multiplié par, ici, k. Voilà. Donc, si j'ai ici l'énergie cinétique, dE au point M0, V0, delta M, delta V, donc ce sera égal à la dérivée partielle de E par rapport à la masse, par rapport à M, au point, donc, M0, V0, multiplié par delta M, plus d rang E par rapport à la vitesse, d rang V, au point M0, V0, multiplié par delta V. Voilà. C'est exactement ça, vous voyez bien. Donc, c'est cette expression-là, voilà, la différentielle. Donc, voilà. C'est cette expression-là. Donc, c'est exactement la formule que j'ai écrite donc, maintenant. Donc, DE, M0, V0, je l'applique à delta M, delta V. Ça, c'est le point X0, Y0. Et ça, c'est H et K. Donc, est égal à la dérivée partielle de E par rapport à la première variable qui est M, au point M0, V0, multiplié par H, c'est-à-dire delta 1, plus la dérivée partielle de E par rapport à la deuxième variable V, au point M0, V0, c'est X0, Y0, multiplié par K, qui est égal à delta V ici. Bon, non, je vais faire, après, on va faire le calcul. Donc, je pose des questions. Maintenant, calculer la quantité epsilon. Epsilon, c'est quoi? En vérité, bon, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Si je fais de petites variations, delta M et delta V, on a vu que la variation totale, cette quantité-là, qui est égale à l'énergie cinétique finale, moins l'énergie cinétique initiale, elle est égale, donc à peu près, donc approximativement, si je fais donc de petites variations, elle est égale à la différentielle. Elle est égale à la différentielle. Mais en vérité, lorsque je remplace delta E par DE, je vais faire une erreur. Donc, cette erreur, je l'appelle epsilon. Epsilon, c'est quoi? C'est la variation totale moins la différentielle. Elle va représenter une quantité qu'on va calculer, qui sera bien sûr fonction de M0, V0, delta M, delta V, etc. Donc, on va la calculer. On va voir combien est égale cette quantité. Bon, on nous dit dans la question D que représente epsilon. En vérité, j'ai répondu à cette question. Epsilon représente l'erreur commise. Donc, je réponds maintenant. Elle est égale à l'erreur commise lorsque je remplace la variation totale ici par la différentielle. Donc, je vais commettre une erreur. Cette erreur, elle sera autant petite, ou elle sera très petite, si delta M et delta V seront très petits. Mais elle sera considérable, et elle sera donc non négligeable, si delta M et delta V ne sont pas petits. Donc, ils sont assez grands. Donc, cette erreur, elle sera grande. Et à la fin, donc, on nous donne donc, application numérique. Donc, on nous dit de calculer l'erreur lorsque la masse M0 est égale à 1000 kg, la vitesse V0 de départ est égale à 100 km/h. Donc, ici,
je fais varier la masse de 100 kg et je fais varier la vitesse de 10 km à l'heure. On voit bien dans la question E que la variation delta M ici, donc delta M ici, elle n'est pas, donc c'est clair que cette variation, la masse, elle n'est pas négligeable. La vitesse aussi, donc la variation de la vitesse, aussi n'est pas négligeable. Bon, on s'attend que dans la question E, cette erreur, elle sera conséquente, elle ne sera pas négligeable. Donc dans la question F, justement, on va partir des mêmes conditions initiales, c'est-à-dire la masse M0 1000 kg, la vitesse 100 km à l'heure, et on va faire une petite variation de la masse. C'est-à-dire on a ici delta M, elle est égale à 10 puissance moins 3 kg, et la vitesse, donc on va faire une variation de la vitesse qui est égale à 10 puissance moins 3 km à l'heure. Donc on va voir quelle sera égale l'erreur dans ce cas-là. Et on va conclure. Bon, maintenant on a des calculs à faire, donc ce sont des calculs seulement. Donc je vais remplacer, donc j'ai delta E, la variation totale, est égale à l'énergie cinétique au point M0 plus delta M et V0 plus delta V, moins l'énergie cinétique initiale, c'est-à-dire E, M0, V0. Donc je remplace. L'énergie cinétique ici est égale à quoi? Est égale à 1 demi de M0 plus delta M multiplié par la vitesse V0 plus delta V au carré, moins 1 demi de M0, V0 au carré. Et si on fait le calcul ici, on obtient cette expression. Donc un calcul simple, il va me donner donc cette expression. Alors. Maintenant, pour calculer la question B, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il est clair ici que, on va calculer la différentielle. Pour calculer la différentielle, pour la dérivée partielle donc, de l'énergie cinétique par rapport à la masse, donc j'ai 1 demi de mv2, donc je dérive cette fonction en considérant la variable en v constante et m est la variable. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc 1 demi donc, de v0 au carré, parce que j'ai 1 demi de mv au carré. Donc j'ai comme la fonction 1 demi de x, donc j'obtiens 1 demi de v0 au carré. Maintenant, je dérive la même fonction par rapport à v, je considère que c'est v qui est la constante, parce que j'ai 1 demi, donc regardons bien ici, la fonction. Donc je la dérive par rapport à v, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 1 demi de m multiplié par 2v de v. Donc le 2, il va partir avec, donc finalement j'obtiens mv. Je l'applique à v0, donc j'obtiens mv0. Voilà, m0, v0. Donc au point m0, v0 est égal à m0, v0. Et je remplace. Donc j'ai la dérivée partielle, donc la différentielle DE au point M0, V0, je l'applique au couple HK qui est égal delta M, delta V est égal à. Donc cette formule-là, je remplace, est égale, donc je l'ai calculé maintenant, d rang E sur d rang M est égal à 1 demi de V0 au carré multiplié par H, c'est-à-dire delta M, plus d rang E sur d rang V, c'est-à-dire M0, V0, multiplié par K, c'est-à-dire delta V. Voilà donc l'expression de la différentielle au point M0, V0 appliquée au couple delta M, delta V. Donc maintenant, je vais calculer l'erreur. L'erreur, donc, puisque c'est la différence, c'est l'erreur par définition, c'est la variation totale, ça représente la variation totale, moins la différentielle. Moins la différentielle. Donc je remplace l'expression de la variation totale, je l'ai calculée, donc c'est exactement ça. C'est ça. Ça, c'est tout cela. C'est l'expression de la variation. C'est delta E, M0, V0, appliqué donc au point delta M, delta V. Moins, voilà ici, moins l'expression de la différentielle. Ça, c'est l'expression de la différentielle. Donc, je l'ai calculé juste tout à l'heure. Donc, n demi, voilà, c'est exactement cette expression-là. N demi
de V0 au carré delta 1 plus M0 V0 delta V. Voilà. Ça, c'est la variation totale. Et ça, c'est la différentielle. Donc, je fais le calcul, j'obtiens, ceci est égal à cette expression. Donc, un calcul simple me donne cette expression. Bon, je vais mettre delta V en carré, donc delta V au carré en facteur, donc est égal à 1,5, c'est 1,5 delta V au carré, multiplié par M0 plus delta 1, plus V0 delta M delta V. Analysons cette expression. Et voyons un peu quand est-ce que cette quantité sera négligeable. On voit bien que quel est le paramètre qui va influer le plus, donc il a une influence donc majeure dans cette erreur. Il est clair que le paramètre donc, qui va influer le plus, c'est le paramètre, c'est delta V au carré. Parce que imaginez que si vous prenez ce terme-là très petit, donc par exemple 10 puissance moins 4 ou bien 10 puissance moins 3, donc le carré il va être 10 puissance moins 6. Si vous prenez 10 puissance moins 6, le carré il deviendra 10 puissance moins 12. Bien sûr, il va encore influer, donc ici aussi, voilà, mon deuxième terme. Donc c'est le paramètre qui a le plus de valeur dans l'erreur. Donc si on prend delta V très petit, donc l'erreur elle sera très petite. Si au contraire delta V grandit, même si au départ il a une expression, par exemple je prends même 10, donc au carré il devient 100. Si je prends 100, il devient 110 puissance 2, c'est-à-dire 10 000. Et vous voyez donc l'erreur elle ne devient plus négligeable. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire le calcul. Donc, lorsque la variation ici, delta M, donc elle est grande. Donc, c'est-à-dire la masse, je la fais varier de 100 kg. Voilà. Pardon. Je suis descendu en bas un peu. Voilà. Donc je vais faire le calcul numérique. Lorsque la masse, donc delta M égale 100 kg, et delta V, donc, est égal 10 km. Donc c'est une variation qui est assez grande. Donc elle est assez grande. Donc le calcul numérique, qu'est-ce qu'il va me donner? Voilà, j'arrive. Voilà. Donc, dans le premier cas, donc je vais donc prendre delta M égale 100 kg et delta V égale 10 km/h. Et je remplace. Donc j'ai epsilon ici, est égal à la différence, donc je remplace. J'ai l'expression de epsilon, elle est là. Voilà, 1,5 de delta V au carré, etc. Donc, lorsque je fais, voilà, 1,5 de 10 au carré, multiplié par 1000 plus 100, c'est M0 plus V0 plus, ici, donc le terme qui reste. Donc, l'erreur, elle est égale à, regardez, quelle est l'erreur? Elle est égale à 155 000. Donc, vous remarquez bien que je ne peux pas, dans ce cas-là, je ne peux pas remplacer la variation totale par la différentielle. Parce que l'erreur, elle est énorme. Donc, si je remplace la variation totale par la différentielle, je vais commettre une erreur, une très grande erreur. Donc, je n'ai pas le droit de faire ça. Par contre, dans l'autre cas, je vais faire une petite variation à la masse. Donc, la masse, elle va varier de l'expression. Voilà, donc ici, j'ai delta 1. Donc, en partant de 1000 kg, donc je lui donne une variation de 10 puissance moins 3 kg, c'est-à-dire 1 gramme. Je lui rajoute 1 gramme. Et ici, donc, la vitesse, donc aussi, donc, je lui donne une variation de 10 puissance moins 3 km/h. Et on va voir, donc, dans ce cas, quelle est égale la valeur de epsilon. Epsilon, donc, l'erreur commise en remplaçant la variation totale par la différentielle,
Donc je fais le calcul ici, la même chose, 1 demi de 10 puissance moins 3 au carré, donc ça serait la 10 puissance moins 6 déjà, multiplié par 1000, donc M0 plus V0 ici, plus, donc 10 puissance moins 3, c'est delta 1, delta V, multiplié par, donc le terme qui est là, donc c'est par V0. V0 multiplié par delta 1 multiplié par delta V. Donc V0 c'est 10, voilà. Pardon, c'est pas 10, V0 c'est ici les 100 km à l'heure. Voilà, multiplié par delta 1 multiplié par delta V. Et le chiffre que j'obtiens dans ce cas est égal à 6, 10 puissance moins 3. 6, 10 puissance moins 4. Ceci est égal à 6, 10 puissance, bien 66, 10 puissance moins 4. Donc je suis de l'ordre 10 puissance moins 4. Donc ça, c'est une erreur négligeable. Donc je peux, conclusion, je peux donc remplacer la variation totale par la différentielle. Parce que l'erreur commise, elle est négligeable. Pourquoi j'ai obtenu ce résultat? Parce que j'ai effectué de petites variations à la masse et à la vitesse. Bon, maintenant les étudiants comprennent bien, maintenant ils comprennent pourquoi lorsque en physique ou en chimie, en général, qu'est-ce qu'on fait? On fait une variation de la variable. Supposons que j'ai un phénomène qui dépend de 2 ou 3 variables, et je fais x plus dx, y plus dy, z plus dz. On fait la variation, donc delta f, on écrit directement est égal à d rang f sur d rang x plus d rang f, etc. On remplace la variation totale par la différentielle. Parce que si les variations sont très petites, j'ai le droit d'effectuer cette approximation. Sinon, si la variation, donc je fais varier les variables, j'ajoute aux variables, donc des quantités qui ne sont pas négligeables, dans ce cas-là, l'erreur, elle n'est pas du tout négligeable et elle doit être prise en considération. Et je n'ai pas le droit de remplacer la variation totale par la différentielle. Ce sont deux quantités qui sont différentes. Voilà. Bon, maintenant, voilà le dernier exercice de cette série. Donc, c'est l'exercice numéro 11. Donc, c'est l'exercice numéro 11. Donc, c'est un exercice donc, qui va nous renseigner encore sur la notion de différenciabilité et son rôle. Donc, quel est son rôle exact? Donc, on considère la fonction f de xy. Donc, f, pardon. Voilà. F de xy est égal à, donc cette fonction, elle est égale à, voilà, x2 y moins 3y. Bon, remarque, cette fonction n'est pas une fonction linéaire. Donc, on ne peut pas lui appliquer donc, directement ce qu'on a dit avant. Donc, le a n'est pas égal ici à alpha et le b, parce que vous voyez bien, c'est x au carré y. Donc, ce n'est pas de la forme alpha x plus bêta y. Donc, c'est une fonction qui n'est pas linéaire. Donc, on commence par la première question. Donc, soit je prends un point quelconque dans R2, et HK appartenant à R2 quelconque. Donc, montrer que la fonction f est différenciable en tout point x0, y0 appartenant à R2. On va commencer par cette question. C'est-à-dire, on nous demande de démontrer, en utilisant la définition, que cette fonction f de x est égale à x2y moins 3y est une fonction différenciable en tout point x0, y0 appartenant à R2. Donc, on va utiliser la définition. Donc, on va calculer f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de y0, y0. On doit démontrer que cette expression, c'est-à-dire l'accroissement total ici, on doit démontrer que ceci est égal à quoi? On doit démontrer qu'il existe une constante a et une constante b et une fonction. Donc, on doit démontrer qu'il existe une constante a. Voilà, a. Voilà ce qu'on doit trouver. Donc, pardon.
ça ne va pas venir. Hein, donc on doit démontrer qu'il existe une constante A. Voilà, ça vient. Une constante A, une constante B, une fonction epsilon 1, une fonction epsilon 2, voilà. Voilà, donc on doit trouver 4 objets, donc mathématiques. Donc une constante A, une constante B, une fonction epsilon 1, une fonction epsilon 2, telles que ces deux fonctions epsilon 1 et epsilon 2, elles doivent tendre vers 0 lorsque le couple HK tend vers 0, 0, les deux fonctions. Que doivent vérifier A, B, epsilon 1 et epsilon 2? Ils doivent vérifier que f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0, ceci doit être égal, donc je l'écris, donc normalement est égal à A multiplié, voilà, par h, voilà, plus b multiplié par k, plus, voilà, plus h multiplié par la fonction epsilon 1, de hk bien sûr, plus k multiplié par la fonction epsilon 2. Je dois trouver ces constantes. A, c'est une constante. Donc, elle ne doit pas dépendre de h et k. B aussi, c'est une constante. Qu'est-ce que j'ai comme constant ici? Les constantes sont x0 et y0. Donc, je peux avoir A en fonction de x0 et y, parce que ce sont des constantes. Je les prends quelconques dans R2, mais elles sont constantes. Mais les variables ici, c'est h et k. Donc, h et k, donc elles vont tendre vers 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, je remplace. Donc, je dois trouver A, B, epsilon 1 et epsilon 2. Ce sont les inconnus que je dois trouver pour prouver que ma fonction f, elle est différentiable. Donc, je vais calculer cette différence et je vais donc voir si A, B, epsilon 1 et epsilon 2 existent ou non. Donc, je remplace. Bon, la fonction, donc par définition, donc à quoi est égale? Donc, par définition, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Donc, ici, voilà. Ma fonction, par définition, donc c'est la première variable au carré multipliée par la deuxième, moins 3 fois la deuxième variable. Voilà, donc je remplace. Donc je prends la première variable, donc je la mets au carré, x0 plus h au carré, multiplié par la deuxième variable, y0 plus k, moins 3 fois la deuxième variable. Ça c'est f2, donc ce qu'il y a ici, voilà, ce qu'il y a ici, c'est exactement, ça c'est f2, x0 plus h, y0 plus k, moins f2, x0, voilà, c'est moins x0 au carré, y0, moins 3 fois y0. Ça, c'est f2, x0, y0. Bon, je fais les calculs, donc j'effectue les calculs, donc je trouve donc à la fin, donc ça ce sont les... Pardon, ce sont les détails du calcul, donc je trouve à la fin, donc ceci est égal à h multiplié par 2 fois. Bon, j'ai mis donc, parce que on doit sortir l'expression A multiplié par H, plus B multiplié par K. Avec A et B, ce sont des constantes qui ne dépendent pas de H et K. Donc, il faut que je mette ici, regardez cette expression-là, il faut que je mette H en facteur de quelque chose dans laquelle il n'y a pas d'expression en H. Par exemple, ici, lorsque je mets H ici en facteur, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai H facteur de, donc, voilà, H facteur de 2x0, y0, je le mets là, plus K facteur de, où est-ce qu'il est le K? Le K, donc j'ai le K dans lequel il n'y a pas
il y a seulement le K. Donc, quel est le terme dans lequel il y a seulement le H? Regardez ici, c'est ce terme-là. Il n'y a pas un H carré ou bien un K ou bien un K carré. Donc, c'est ce terme-là. Donc, je le mets en facteur. Plus K. K, quel est le terme dans lequel il y a seulement K? Il n'y a pas K au carré ou bien multiplié par H. Quel est le terme? Vous voyez bien que ce n'est pas ce terme-là. Donc, c'est ce terme-là. Donc, je peux, celui-là, c'est un candidat, c'est un bon candidat, parce qu'il est multiplié par x0 au carré, donc c'est une constante. Le deuxième, quel est le terme? Donc, voilà, je l'ai mis ici. Celui-là, donc, c'est k multiplié par h2. Donc, je ne peux pas le prendre avec k tout seul, parce que si je le prends, ça veut dire qu'à l'intérieur, j'obtiens h au carré. H au carré, donc, ce n'est pas une constante. Donc, il est refusé. Après, quel est l'autre terme? C'est celui-là aussi. Il est refusé parce que il est multiplié par 2x0h, donc il y a le terme h, c'est refusé. Donc, il me reste seulement le terme moins 3k. Donc ça, c'est bon, je le prends, parce que j'ai seulement le terme k. Donc, plus k, facteur de x0 au carré, moins 3. Voilà. Donc, j'ai h multiplié par une constante, plus k multiplié par une autre constante b, plus maintenant le reste, donc c'est pas grave. Donc, je vais mettre ce qui me reste, je mets h facteur de ce qui reste, plus k facteur de ce qui reste. Donc j'ai ici h facteur de, qu'est-ce qui me reste ici? J'ai h y0, donc c'est ce terme-là. H facteur de h y0, plus, quel est le deuxième terme? Ce terme-là, plus h facteur de hk. Maintenant, le k, quel est le k qui reste? Donc, le k, donc j'ai ici, ça c'est bon, je l'ai pris. Donc, k facteur de, il me reste ce terme-là, k facteur de 2x0h. Bon, ici j'ai, en vérité, voilà. Voilà. Bon, bien sûr, le terme ici, ce terme-là, x0 au carré, y0, donc il va partir avec x0 au carré y0. Le terme ici, 3y0, voilà, 3y0, il va partir avec le terme moins 3y0. Il me reste seulement donc ce que j'ai mis ici en facteur. Bon, il est clair que c'est bon, donc mon opération est finie. Donc j'ai pu donc mettre f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0 est égal à a. Donc ça c'est la constante a, voilà, a. C'est une constante parce qu'elle dépend seulement de x0 et y0. x0 et y0 sont des constantes. Plus k facteur de b, ça c'est la constante b. Plus h multiplié par une fonction epsilon 1. Donc je prends epsilon 1 de hk, qui est la fonction. Voilà. Elle était epsilon 1 de hk, c'est la fonction qui est égale à h y0 plus hk. Et on remarque que cette fonction, elle va bien tendre vers 0 lorsque le couple hk tend vers 0, 0. Si le couple hk tend vers 0, 0, cette quantité, elle va bien tendre vers 0. Plus k multiplié par, je vais prendre comme fonction epsilon 2, la fonction epsilon 2 de hk est égale à 2 fois x0 h. Il est clair aussi que lorsque le couple hk tend vers 0, 0, cette fonction epsilon 2, elle va tendre vers 0. Donc finalement, comme je l'ai dit maintenant, si je pose a est égal à 2x0 y0, b est égal à x0 au carré moins 3, epsilon 1 de hk est égal à h y0 plus hk, epsilon 2 de hk est égal à 2x0h. Bon, j'ai bien ces deux fonctions, elles vont tendre vers 0 lorsque hk tend vers 0. Et j'ai bien f de x0 plus h, y0 plus k est égal à, ou bien moins f de x est égal à ah plus bk plus h epsilon 1 plus k epsilon 2.
avec c'est les deux fonctions epsilon 1 et epsilon 2, qui tendent vers 0 lorsque le couple HK tend vers 0, 0. C'est exactement la définition de la différenciabilité de la fonction f au point x0, y0. Bon, qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que si je fais un calcul très simple ici, j'ai ma fonction f de x. Bon, si je calcule la dérivée partielle par rapport à x de cette fonction, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 2, la dérivée par rapport à x de f de la fonction f est égale à donc 2x, y est égal à 2x, y. Et on remarque ici que ma constante a, si je l'applique au point, bon, si je l'applique au point x0, y0, j'obtiens, vous voyez bien que a est égal à 2 fois x0, y. C'est exactement d rang f sur d rang x au point x0, y0. Maintenant, si je calcule la dérivée partielle de f par rapport à y, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc, est égal à x au carré moins 3. Donc je l'applique au point x0, donc j'obtiens x0 au carré moins 3. Et on vérifie bien que b égale x0 au carré moins 3. Bon, je l'ai trouvé d'une autre façon, mais on a dit que là, si une fonction est différenciable, alors c'est un théorème du cours, a est égal à d rang f sur d rang x au point x0, y0, et b, la constante b, est égale à d rang f sur d rang y au point x0, y0. Et on l'a bien vérifié dans cet exemple-là. Bon, la question B. Bon, j'ai beaucoup de questions. Bon. Calculer. Bon, ça, c'est le calcul. Bon, je ne vais pas m'attarder dans les calculs parce que ces calculs-là, on les a expliqués, on les a fait dans l'exercice numéro 10. Donc, on va calculer la différentielle totale, la variation totale ici. Delta f, donc x0, y0, appliqué au couple HK. Après, on va calculer la différentielle. Et on va donc numériquement calculer delta f. Donc, lorsque je fais une petite variation de moins 0,01 à 0,02, je calcule la différentielle à ce même couple de valeurs. Et après, donc, la question f, je vais calculer delta f, mais avec une plus petite variation. C'est-à-dire, j'ai pris ici moins 0,01, je prends ici moins 10 puissance moins 5. Et là, j'ai pris 0,02, je vais prendre 10 puissance, elle est nettement plus petite. Et on va donc calculer la différentielle aussi. Et après cela, on va calculer donc la question h et i. Donc on va calculer les erreurs commises lorsque, lorsqu'on remplace delta f avec cette valeur-là par df. On va calculer delta f moins df. Et la même chose, delta f dans la question, delta f moins df. Bon, ce sont des calculs simples, on les a fait avant déjà. Donc, comparer les résultats et la question K, c'est une autre question. Bon, on va faire les calculs. On va faire les calculs. Rapidement, donc on les a fait avant. Bon. Parce que dans la question, je vais calculer delta f. Donc, delta f, voilà. Delta f, x0, y0, hk est égal à f de x0 plus h, y0 plus k, moins f de x0, y0. On les a déjà calculés dans la question précédente. Je vous rappelle, on les a fait, donc déjà, voilà. C'est exactement ça. Donc, on a trouvé que c'est égal à h multiplié par 2x0, etc. Donc, ce calcul, on l'a fait déjà dans la question précédente. Donc, on a ce qu'on appelle la variation totale est égale à h multiplié par 2x0 plus k multiplié plus h plus k. Donc, on les a déjà calculés. Bon, maintenant, la différentielle, donc, associée au point x0 et au point hk, donc, est égale à la dérivée partielle par rapport à x au point x0 multiplié par h plus la... Donc, on les a calculés. Donc, c'est égal à, la dérivée partielle est égale à, ces quantités, on les a, c'est a, c'est notre a ici, est égal à 2x0, x0h, plus, c'est notre b ici.
Donc x0 au carré moins 3 multiplié par k. Donc c'est facile ça. Et le calcul numérique. Donc on va calculer delta f. Donc je remplace x0 par 4, y0 par 3 et h, la variation donc par moins 0,01 et k par 0,02. Bon, je fais le calcul, donc 7 delta f, donc après le calcul, je trouve cette valeur. C'est à peu près 10 puissance, donc je trouve la valeur. Aïe, aïe, aïe. Voilà, j'y arrive. Voilà. Voilà. Donc la variation totale, elle est égale à peu près, donc elle est égale à cette valeur. Voilà. C'est à peu près donc, lorsque à partir du point, donc 3,99, 3,02, pardon, c'est-à-dire à partir du point 4,3, à partir du point 4,3, donc je fais une variation, donc je varie donc la variable x0, donc je lui enlève 0,01 et la variable y0, je lui rajoute 0,02. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve f de donc 3,99, 3,02 moins f de 4,3. Donc je trouve la valeur, donc je fais les calculs. Je trouve exactement donc 0,01872, c'est-à-dire à peu près, c'est de l'ordre de 10 puissance, à peu près ici c'est 10 puissance moins 2, 10 puissance, donc c'est 2, à peu près 2, 10 puissance moins 2. Voilà. Maintenant, la valeur de la différentielle, donc je fais les calculs, donc je ne les répète pas. Lorsque je remplace des rangs f, c'est des rangs x, qu'est-ce que je trouve? Je trouve exactement 2 10 puissance moins 2. Donc il y a une petite erreur entre delta f et df, vous voyez bien. Si je la calcule, donc je remplace donc la variation. Donc, bon, en faisant maintenant, supposons que je fais le même calcul, mais je pars du même point x0 égale 4, y0 égale 3, mais je fais une variation plus petite. Donc je vais prendre ici h est égal à 10 puissance moins 5 et k est égal à 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 6. Eh bien, la variation totale est égale à, vous voyez bien que ceci est égal à peu près 2 10 puissance moins 4 est égal à 2, 10, à peu près 2 10 puissance moins 4. Et la différentielle, voyons combien est égal à la différentielle, la même chose, elle est égale aussi, donc j'obtiens ici, en vérité, donc, ce sont les mêmes chiffres jusqu'à, regardez combien de chiffres donc sont les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a, donc tous ces chiffres-là sont les mêmes. Après, donc ils deviennent différents. Pourquoi j'ai obtenu ce résultat? Parce que, en vérité, la variation, elle est encore plus petite ici. Parce que j'ai varié donc la variable x, je lui ai donné la quantité, 10 je lui ai rajouté 10 puissance moins 5, et la variable y, donc je lui ai rajouté donc la valeur 10 puissance moins 6. Elles sont plus petites qu'avant, nettement plus petites. Donc j'obtiens à peu près, vous voyez bien que delta f et df, donc à peu près, elles ont la même valeur. Donc approximativement, je peux donc les confondre. Donc je peux prendre delta f à peu près égal à df. Bon, pour être plus concret et plus donc rigoureux, donc je vais calculer l'erreur commise dans le premier cas et l'erreur commise dans le deuxième cas. Dans le premier cas, donc, lorsque j'ai pris la variation moins 0,01, 0,02, donc qu'est-ce que j'obtiens? L'erreur, elle est égale à, donc, delta f moins df, elle sera égale, donc, à peu près à 10 puissance moins 3. Vous voyez bien, l'erreur, elle est de l'ordre de 10 puissance moins 3. Dans l'autre cas, lorsque j'ai fait donc, une variation de 10 puissance moins 5, j'ai varié x, je lui ai rajouté 10 puissance moins 5, et y0, je lui ai rajouté 10 puissance moins 6. Donc lorsque je calcule l'erreur, donc elle est négligeable vraiment, elle est de l'ordre
de 10 puissance moins 10. Donc elle est de l'ordre de 10 puissance moins 10. Donc, conclusion, donc il est clair que l'erreur, quand on fait une fonction infiniment petite, c'est-à-dire je pense h égale dx égale, donc h, voilà, h, la variation h est égale à dx est égale à 10 puissance moins 5, et k est égal, on l'appelle ici dy est égal à 10 puissance moins 6, il est clair que, donc je peux, on doit donc, l'erreur elle est de l'ordre de 10 puissance moins 10. Donc je peux, dans ce cas-là, remplacer sans problème delta f par df. Bon, la question K, on nous dit, bon, dans cette question K, donc c'est une autre approche. Donc on peut, dans la question K, la dernière question, on peut utiliser donc la notion de différentiel pour calculer de façon simple et approximative, donc j'insiste sur ces deux mots-là, donc simple et approximative, donc la valeur d'une fonction en un point. Supposons qu'on a le problème de calculer la valeur de la fonction f au point 5,12, 6,85. Qu'est-ce qu'on remarque? On peut le faire directement. Donc on peut donc calculer, donc on utilise donc l'expression analytique. Donc j'ai l'expression ici analytique de la fonction et je calcule donc ma fonction directement. On a ici une fonction simple, donc pour une fonction simple, ça ne pose pas de problème. Mais imaginez que vous avez par exemple une fonction qui est compliquée. Imaginez que vous avez par exemple une fonction dans laquelle il y a l'exponentielle, sinus, cosinus, etc. Donc ça devient un peu compliqué. Donc on va essayer de remplacer l'expression de la fonction par une fonction simple. Quelle est la fonction la plus simple qu'on puisse avoir? C'est une fonction linéaire. C'est écrit sous la forme alpha x plus bêta y. Il n'y a pas de carré, il n'y a pas de fraction rationnelle, il n'y a rien donc. Et la fonction linéaire qui va remplacer la fonction f de x, c'est exactement la différentielle. La différentielle est une fonction linéaire. Comment je fais ça? Il faut, bon, le premier calcul là, dans la partie K, c'est le calcul direct, c'est la valeur exacte de la fonction. Donc, j'utilise f de xy, donc est égal à la première variable au carré, multiplié par la deuxième variable, 6,85, moins 3 fois 6, la deuxième variable. Donc, je trouve, donc avec ces chiffres significatifs, 159, 0,18, 64. Je trouve cette valeur. Bon, ça je peux la considérer comme étant la valeur exacte de ma fonction au point 5,12, 6,85. Maintenant, je vais calculer de façon approximative en utilisant une approximation linéaire de ma fonction. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, premièrement, bon, je vais l'écrire ici, donc on va l'écrire. Voilà. Bon. 5,12, en vérité, c'est 5. C'est 5. Donc, plus 5 plus 0,12. 0,12. Voilà. Au lieu d'écrire f de 5,12, je vais écrire f de 5 plus 0,12. C'est-à-dire qu'il faut avoir ici, l'idée c'est quoi? C'est avoir une valeur exacte ici, une valeur exacte qui est simple à calculer. C'est le nombre 5 ici, c'est le nombre 5. Et maintenant, 6,85, la même chose. 6,85. Quelle est la valeur qui est proche de 6,85? Bien sûr, c'est 7. Donc, est égal à 7. Voilà, 7. Mais je lui enlève. Donc, moins.
Donc moins 0,15. Donc là, c'est la valeur que je dois rajouter à 6,85 pour avoir 7. Donc c'est 0,15. Donc je vérifie. Donc 5 plus 5, 10. 1 plus 8, 9. 9 et 1, 10. Donc c'est ça, seulement 7. Moins 0, voilà. Moins 0,15. Voilà. Et donc, f de 5,12, 6,85 est égal à f de 5 plus 0,12, 7 moins 0,15. C'est f de, je prends ici x0. x0 est égal à 5. H est égal à 0,12. Y0 est égal à 7. Et K est égal à moins 0,15. Moins 0, c'est un nombre négatif, moins 0,15. Donc ceci, si j'applique la notion de, bon, je peux considérer que la variation ici, 0,12 et 0,15, sont de petites variations. Donc, je peux remplacer ici ma fonction par parce que j'ai en vérité, ceci est égal à f au point 5,7 plus la différentielle de f appliquée au point 5,7, mais appliquée à hk, c'est-à-dire 0,12 moins 0,15. C'est la même formule parce que j'ai f de 5 plus 0,12, 7 moins 0,15 moins f de 5,7 est à peu près égal à df. C'est-à-dire que f de 5 plus 0,7 moins 0,15 est égal à peu près égal à f de 5,7 plus df. Bon. Donc, qu'est-ce que je dois calculer ici? Il me reste à calculer, donc de façon simple, 5,7 et la différentielle de f, qui est une fonction linéaire. Une fonction linéaire, elle est facile à calculer. Donc, je rappelle, cette fonction linéaire, on connaît son expression, donc on remplace tout. Donc, voilà. Faisons maintenant les calculs. Qu'est-ce qu'on trouve après cela? Donc, en faisant les calculs, donc f de 5, 7 est égal à 5 au carré, donc multiplié par 7, moins, donc est égal à la première variable au carré multiplié par la deuxième, voilà, moins 3 fois la deuxième variable, donc est égal exactement à la valeur 154. Ça, c'est 154. Et maintenant, la différentielle, si je la calcule au point 5,7, 0,12 moins 0,15, bon, elle est égale à ça. Bon, on peut faire le calcul facilement. Je vous rappelle la valeur de la différentielle, on l'a calculée tout à l'heure. Donc, elle est égale à, voilà, un point quelconque, donc, voilà. Donc, elle est égale, donc, comme vous voulez, donc, elle est égale à 2x0, x0 multiplié par h, plus x0 au carré, moins 3k. Donc, en faisant les calculs, on l'a déjà calculé en vérité, donc ici, on l'a calculé. Donc, mais on l'a calculé pour un autre couplet, moins 0,01, 0,12, 0,02. Donc, si je la calcule, donc si je calcule la différentielle, donc au point 0,12 moins 0,15, je trouve donc un calcul simple, donc je laisse le calcul aux étudiants, donc on trouve 5,1. Maintenant, j'applique cette formule-là, donc f au point 5,12, 6,4 est égal à f au point 5,7 qui est égal à 154, voilà, 154, plus la différentielle, on a dit qu'elle est égale à 5,1. Et on trouve la valeur, donc la cette somme, elle est égale à 159,1. Ça, c'est une valeur approximative de f de 5,12, 6,85. Bon, comparons maintenant les deux valeurs, la valeur approximative et la valeur exacte. Je vous rappelle que la valeur exacte, elle est égale à quoi? Elle est égale à 159,0186 et
la valeur approximative, elle est égale à 159,1. Donc l'erreur commise, elle est égale à 159,1 moins 159,018. Donc elle est égale à 0,08. Donc vous voyez bien que l'erreur, donc ici, donc elle n'est pas très grande, donc elle est négligeable. Donc elle est de l'ordre à peu près de 2 10 puissance moins 2, à peu près. Donc on a commis une erreur qui est égale à, lorsqu'on a donné cette valeur approximative à la fonction, au point 5, 12, 6, 85, on a commis une erreur qui est égale à peu près à ce nombre-là. Voilà. On a fini avec cette série d'exercices. Donc la prochaine vidéo, on va la consacrer à l'optimisation dans R2. C'est-à-dire on va calculer le minimum et le maximum, donc la notion de maximum local, maximum global, donc minimum local, minimum global. Donc on va avoir des conditions nécessaires, la notion de point stationnaire, et la notion, donc, conditions suffisantes pour avoir un maximum local ou bien avoir un maximum global. Voilà, donc la séance prochaine, donc elle sera, et on finit avec ça, sur les fonctions de 2 ou plusieurs variables réelles. Donc elle sera entièrement consacrée donc, à l'étude des optimums des fonctions de plusieurs variables.